Mais voilà, bonjour à tous. Nous sommes de retour dans le ZCL News après nos vacances. Iman News est avec nous. Bonjour Iman. Bonjour Dani. Les vacances ont été bonnes? Excellentes. Excellentes? Oui. Bon, on en parlera. On va recevoir dans un instant Michel Madouki. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on parlera de morts, d'un disparu récent encore. Si je vois ça, tout le monde est mort. Gamma Badi, des gars vient parler. Christian Lara, puisqu'il a été le producteur du dernier film de Christian Lara, L'Homme au bâton, qu'il a eu le temps de terminer. Philippe Gendré, président de la fédération FAPEG, sera avec nous. Bernard Leclerc d'Endélé et Kimoya Kwala, présidente de l'association Ajupa Congo et trésorier, seront aussi nos invités. Sinon, l'actualité, c'est les sénatoriales bientôt. On va en parler, n'est-ce pas, Iman? Oui, pour ce midi, on va passer en revue l'actualité avec les sénatoriales justement et les candidats qui ont présenté leur liste. On parlera de Victoire Jasmin et de Fabien Micheli. Ensuite, nous ferons un zoom sur l'AG de la rentrée de l'UNSA Éducation. Et on se tournera ensuite vers le village des associations qui a eu lieu sur Bémao, l'occasion de trouver des activités extrascolaires ou des loisirs au sein de la commune de Bémao. Et pour finir, nous reviendrons sur la deuxième édition de la course à côte à Bouillante. Merci Iman, qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors je le disais, on reçoit Michel Madeux qui est président de la commission culture et patrimoine du conseil général départemental, comme on dit. Il est aussi adjoint au maire dans les mêmes fonctions à la mairie de Bimao et aussi à Cap Excellence. Les journées du patrimoine arrivent bientôt. Mais Michel Madou, avant ça, où c'est mon Bimao, on ne peut pas dire des petits mots à Gérard Loquel. Oui, quand nous peut dire sinon que nous peut dans on va un monument, vraiment une légende. Et, enfin, il est inscrit désormais dans la légende en Guadeloupe si besoin était. Et c'est une perte qu'on ne peut pas décrire. En même temps, il est rentré à jamais dans la mémoire des Guadeloupéens et il a pris toute la place qui est la sienne. Et le père du Goka-Moden et le pilier sur lequel se reposait la Guadeloupe pour toutes les revendications identitaires sur les 50 dernières années, c'est un monument. C'est un génie créateur, je vais pas cesser de le répéter, un génie créateur comme on n'a pas eu. Et nous, peut-être nous il y a 20, 100 ans, 150 ans. Parce qu'il a inventé quelque chose. Il a inventé le Goka-Moden, mais oui, au-delà d'avoir inventé le Goka-Moden, qui était vraiment une démarche personnelle pour son pays, son apport du pays, c'est quelqu'un qui a toujours été là dans toutes les luttes, dans toutes les revendications, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient éducatives, sociales, sociétales. Il avait un regard à viser, surtout aiguisé, surtout. Et puis Gérard, tout ce qu'il a fait, c'est pour la postérité, c'est pour ça qu'il a vu derrière, et pas si t'es qu'à gommer. Oui, vraiment. Il est un gros traité. Un gros traité que le monde comprend, que d'autres pas comprendre, et en tous les cas, à disposition de tous les esprits, à tous les hommes de bonne volonté. Je dis là, pour y point et assumer vraiment, ça y apprendre nous, et ça y laisser bon nous. Le monde, je dis, je parle créole grâce à Gérard Loquel, le monde qui a parlé de Guadeloupe, qui a revendiqué la Guadeloupe grâce à Gérard Loquel. Moi, je pose aucune question là, aux musiciens, pas passer en bas, mais local, parfois. En travail avec Francky, premier coup à piano, parmi les premiers coups au piano, c'est Francky Gasson. Mais comme on veut dire, mon premier contact avec Goka, c'est Gérard. C'est pas le Goka traditionnel. Je ne fais pas partie de ceux qui étaient dans le sérail du Goka traditionnel, qui ont connu Chabin, Loison, qui ont eu directement ce contact. Moi, mon premier contact avec le Kai et avec le Goka même, c'était le Goka moderne de Gérard. Ça a été plus facile. C'est au Boubé Mao, c'est l'ami de la famille, c'est un repère, et voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de fierté de l'avoir connu, et d'avoir connu le génie créateur, et un lourd sens de la responsabilité pour accompagner en tous les cas le trio Francky Loquel, Jean-Marie Loquel et Richard Loquel aussi, ces trois garçons, pour ce qui est de la musique. Et j'ai une grosse pensée pour toute sa famille, pour ses filles aussi. Mais en tous les cas, trio là, ça, aujourd'hui jour, il appartient à Jean-Marie, à Francky, à Richard, des bâgés quand même. Là, toute ça, il y avait trio là. Donc ça, musique là, ça peut disparaître. Il peut jamais disparaître. Garçon à Gérard là.
Et nous-mêmes, nous là aussi, parce que nous sommes tous les enfants de Gérard Loquel, ça je le dis, et aujourd'hui, tant qu'on sera là, mais son travail continuera, quoi. Sa mémoire, et en tous les cas, sera toujours honorée. Alors, il faut le dire, c'est mercredi, donc on lieu ses funérailles officielles, en tout cas. Oui, mercredi après-midi, 10h, son corps sera exposé aux pompes, et à 15h, la cérémonie. J'ai aussi une pensée pour Christian Lara, Oui. et permets-moi d'avoir quelques mots pour lui. D'autant plus que les 2-3 derniers mois, on s'est beaucoup vu à travers le conseil départemental. Nous avons eu 6 ou 7 projections de son film dans des Al sur Alzheimer, et nous commençons par Saint-Louis-Marie-Galante, nous fait Désirade, Bémao, Bastet, Goyave et Grand-Bourg aussi. C'est un bourg extraordinaire, c'est encore un pilier aussi. C'est pas exagéré quand on dit que c'est le père du cinéma antillais. Ouais. Et je crois que même parmi les réalisateurs afro, il est pas loin, il est parmi les 3-4 premiers réalisateurs afro-descendants. Et en l'eau, respect à monsieur, quoi. Nous tenions de longues discussions. C'est un gars passionné, profondément passionné aussi. De longues discussions. Son militant. En fait. Son militant, c'est un homme engagé aussi. Et c'est là, si maintenant ça fait moins réfléchir en l'eau, il doit peut-être faire nous réfléchir en l'eau, si ça nous a laissé pour la Guadeloupe. Et plusieurs réflexions sur, et ça me revient souvent, le cinéma guadeloupéen ou le cinéma en Guadeloupe, c'était. Et Christian avait beaucoup cette réflexion, lui disait qu'il fait du cinéma antillais, il fait du cinéma guadeloupéen. Ouais. Et c'était une démarche assez singulière, c'est un homme très riche, très fort, et respect l'honneur, respect pour lui aussi, quoi. Ouais. On en parlera tout à l'heure aussi avec son producteur de son dernier film, L'Homme nous battons. Alors, Michel, samedi, c'est Journée du patrimoine. Organisationnellement, comment ça s'organise, Journée du patrimoine? Chaque site propose, il y a ni activité, c'est chaque site, chaque musée. Et nous savons que les archives, même, il y a un gros travail au café aussi. Roger Petit, ou ni musée Edgar Claire qui a fait un bel travail aussi, et le Musart aussi à Pointe-à-Pitre. Donc chaque site va vraiment mettre en avant à travers des actions bien distinctes, des profils d'animation bien distincts. Et je crois que ça va être, d'après moi l'année passée, ça tombe compliqué parce que c'était des mauvais temps à la même période là. Mais l'année là, ça, tout le monde en ordre de bataille, on a dit, pour nous faire une belle journée européenne du patrimoine. Et dans tout ça, d'après moi, il faut la Guadeloupe tirer plein gars du jeu, et si nous pouvons profiter des journées européennes du patrimoine pour nous mettre ça qui est en nous devant, pour nous faire histoire nous et patrimoine en nous avancer, d'après moi c'est une belle occasion. Qu'est-ce qu'il y a avoué finalement? Alors plusieurs profils, il y aura une grande conférence à la direction des archives. Là c'est quelque chose de, c'est autre chose que de l'animation, c'est une conférence, un autre profil un peu plus posé, plus pédagogique. Après, il y aura de l'activité et des animations vraiment de graffiti, toujours autour de tout ce qui est Caraïbes, autour d'Edgar Claire, le musée Edgar Claire, et le Musart aussi, qui aura encore des animations, des activités beaucoup plus pédagogiques aussi. Donc c'est vraiment 3 axes différents. On va penser qu'il faut nous piocher à droite à gauche pour là nous prendre petit brin, quoi. L'animation sur tout le territoire, sur tous nos musées, sur tous nos sites, quoi. Je profite pour annoncer la venue mercredi de David Laporal. Oui, David, qui est le directeur du Musart, qui pourra effectivement développer sur tout le programme du Musart pour ce samedi 16 septembre. Quoi. Notre question, l'effort de la Guadeloupe qui vient actuellement, est-ce qu'il est visitable? Il est visitable, quand il est toujours visitable, mais nous, en restructuration que nous avons fait aujourd'hui, c'est en problématique de ressources humaines, avoir plus de personnes sur les sites pour pouvoir les maintenir ouverts et en état pour recevoir la population. Et ça, c'est une étape indispensable. Ça prend un petit peu de temps, parce qu'il y a toujours des démarches pour ça qui embauche, qui contractualisation d'agents, ça toujours particulier, mais il faut nous veiller actif à ça. Et les choses se mettent en place. Et on a pensé dans 3 semaines au mois, et c'est fort-là qui est puis opérationnel. Et là maintenant les marchés sont passés pour tout ce qui est entretien aussi, et on pourra vraiment avoir un cadençage d'animation sur tout l'effort, quoi. Donc ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit. On a déjà commencé à travers des résidences qu'on a mis dans l'effort, justement, les mises à disposition pour des artistes, pour des conférences, pour des formations toujours autour de la culture et de l'art, et les choses se mettent en place lentement, mais ça se fait quand même. Ouais, il y aura des temps forts. Il y aura des temps forts et des temps forts dans l'effort, effectivement. Et en octobre, ça caille bandé, mois d'octobre, parce qu'il y a ni Créole en mouvement aussi. Là, on va faire un dernier semestre qui est assez intense. Créole en mouvement en octobre avec des animations tout le mois d'octobre aussi.
Et il y a une masterclass avec Jacques Schwarzbart qu'on fait venir aussi avec son projet Harlem Suite le 20 octobre. La danse urbaine aussi. Et nous, alors, Musique urbaine. Ça, ni dégommodant, c'est-à-dire que Jacques va faire toute une semaine avec des masterclass pour les scolaires, pour les musiciens confirmés aussi. Et restitution le 20 au Fort d'Elgrès avec le concert dans la foulée. Et en même temps, le lendemain, nous avons une grande manifestation. Nous avons fait Vibration à Port-Louis. Et à Beauport précisément, et là à Sissa aussi c'est qu'on rendez-vous de ça, il y aura une musique urbaine, mais en Guadeloupe on peut pas penser l'expression là, ça va ni pour ça son corps, c'est urbaine ou rural en Guadeloupe, voilà, musique à Genbourg, même si à présent des boucs qui pas spécialement gênent encore qui écouter ces musiques là ça, et en respirant là-dedans, mais en tout cas dire ça justement, voilà, mais son grand semblé aussi la culture hip-hop, reggae dancehall qui est semblé à des scènes, et nous qui en vingtaine de prestats, en vingtaine d'artistes sur pratiquement 8 heures à 9 heures de musique. Mais à pas rien qui musique, c'est-à-dire que le matin, depuis de 10h à 14h, qu'il y a une assemblées, des bics à parole, il y avait des institutions, la SACEM, l'ADAMI, l'ADAC, Pôle emploi, et afin de vraiment structurer le milieu de ces musiques dites urbaines, et notamment c'est la question de la production artistique aussi, pour un jeune savent qui direction faut y prendre, qui fonctionnement faut y ni, s'il faut y signer, qui j'en faut y signer, qui j'en le statut d'artiste même comment cela se règle, et donc nous avons vraiment vu que manifestation là faite en deux temps. En premier temps qui est très pédagogique avec les institutionnels, et en deuxième temps qui est vraiment musical avec des scènes reggae dancehall et hip hop quoi, rap hip hop, et ça a une belle assemblée vraiment, nous réussir réunir un paquet de gros modes quoi. Ça va vraiment bien, c'est qui non moi juste là regarder oui on a les moyens d'exprimer yo, et c'est assez frustrant, c'est un virage joué aussi, mais en même temps c'est bien si le pays avance, si les choses se font, c'est très bien quoi. Et donner l'exposition, donner les moyens à ces musiciens, à ces artistes de performer devant le public dans des vraies conditions, et ben ça n'a pas de prix quoi, vraiment, il faut le faire. Ça veut dire qu'en fait, Michel Madou, depuis que vous êtes à la culture, il y a une volonté de booster un petit peu le domaine culturel d'une manière générale en Guadeloupe. On passe à un pays des pieds là. Mais on a fait ça, on doit être fait. Vous en débutez à fait quand même. Ouais, mais chaque monde a fait pas pour ça. Et puis moi, je dis jours, on a fait ça, on a estimé qu'on doit être fait. Mais c'est vrai que moi, plus que d'autres, je n'ai pas droit à l'erreur. Non, ça c'est sûr. Vraiment pas. C'est le premier monde qui a critiqué aussi, moi. On sait ça, et on pas mal dans ça, mais vraiment, il faut nous vraiment, et quand on t'a dit ça hier, il faut nous distinguer le divertissement de la culture. Et dans tout ça, nous avons fait aujourd'hui là, il faut nous ouvrir le côté développement de la culture, c'est-à-dire aussi bien sûr le plan économique, le plan de l'insertion, et bien sûr le plan touristique aussi. Et tu construis une société quand elle a une culture stable et solide. Et donc à ça, c'est les artistes les moyens d'exprimer eux. Renforcer aussi l'enseignement artistique et culturel aussi, pour demain, pour les gros modernes, fait petit, et quand beaucoup chaque chose qui vient au pays, pour former des petits Guadeloupéens, moi content. Parce que si bon pour Berkeley, il doit être bon pour Guadeloupe aussi. Et c'est pas tout de venir jouer, c'est qu'est-ce qu'on laisse à ces nouvelles générations, qu'est-ce qu'on peut leur amener dans des séances de travail, dans des cliniques sessions, et c'est bien. À mon sens, avec les créations hybrides, avec avec toutes ces mises à disposition des lieux du département, on touche du doigt quelque chose de précieux, et qui est cette sincérité dans le dialogue avec les artistes, avec les acteurs. Et c'est comme ça qu'on avance vraiment. Nous avons des merveilleux sites, il faut les mettre à disposition. Je pose la question parce que Imani c'est une chorégraphe. Oui. En matière de danse en partenariat. Alors, la danse, il était prévu une grande manifestation en novembre. Oui. C'est la Wandolindeng, et c'est sur un week-end qu'il y ait chaque soir qu'il y ait 3 performances d'artistes qu'on aurait accompagnés. Mais c'est vrai qu'on a été pris de court, et on ne veut pas faire vite pour faire mal, quoi. Oui. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment donner les moyens à 6 ou 7 artistes de construire un projet et de revenir le présenter. Et ça va se faire chaque année, des artistes différents. Et après, c'est juste une question de choix, puisqu'il y a, quand je vois Ludo Bibron, je vois Romuald Serem, Ovid Carindo, Stella Moutou, et tous les vaillants joueurs que nous dit dans la danse même en Guadeloupe. Et ce sont des personnalités qui sont toutes uniques quelque part. Et c'est bien, je vois Romuald qui a fait un travail sur la musique vaudou, on sort des
comparatif entre Vodou et Goka en termes de danse et c'est exceptionnel et je crois qu'on a vraiment les moyens aujourd'hui de présenter de belles choses pour ce qui est de la danse. Pour ce qui est des arts visuels aussi, on prépare un très beau prix Michel Rouvelas aussi pour 2024 avec une très belle exposition qui va durer plusieurs semaines du travail de Michel. Je crois que sur tous les secteurs, tous les pans, bon, on est en ordre de bataille et puis on ne peut pas faire tout en même temps, c'est vrai, mais pitié à pitié et travailler la cafette. Et nous avons l'occasion de vous trouver, parce que c'est un qu'il faut en venir avant octobre. Là. Oui, c'est un assis créole en mouvement. Oui, et en fait, on a dit, parce que on a parlé, oui, le mois du créole, son insulte, qu'il y aura vite dit Guadeloupéen le mois du créole. Mais non. Guadeloupéen doit être parler créole tous les jours. Et nous pas dit à demander mon autorisation pour parler créole. Absolument. Et en attendant des gens font un mot pour dire qu'il y a une plénière en créole et les gens prochain temps de parler créole. Mais le créole ne doit pas être un alibi et je ne vais jamais m'inscrire dans cette démarche où le créole est un alibi. Et nous c'est créole. Ouais, et quand j'ai raté qu'a dit son Goka, c'est un genre de vivre, c'est une manière de vivre le Goka. Il faut que nous, Guadeloupéens, qu'on se réapproprie ce qui est notre et nous pas biser autorisation pour nous parler créole. D'accord. Merci Michel. On retourne rapidement à l'actualité. Le premier titre, on va le développer tout de suite avec Iman. On parle de quoi ? On parlera des élections sénatoriales qui auront lieu donc le 24 septembre et les listes des candidats ont été proposées. On va voir avec Solène Fèvre qui s'est rendue au Yacht Club la liste de Victoire Jasmin. Mon objectif, c'est de poursuivre l'action que j'ai menée depuis tantôt au Sénat. J'ai beaucoup donné, je veux poursuivre parce que j'ai un certain nombre d'actions à mener sur la parentalité, sur l'économie, pour vaincre le chômage. Donc le premier de ma liste, justement, c'est un acteur de l'économie. Je veux vraiment qu'on puisse mettre en cohérence les besoins par rapport à l'offre. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment donner du travail à nos jeunes. Il faut reconquérir le système économique et aider les entreprises. Je suis là pour porter la voix de l'économie, la voix des entreprises et vérifier au plus haut niveau comment accompagner ces dernières à faire en sorte à ce qu'elles puissent mieux passer les transitions économiques, les transitions sociétales, les transitions numériques, les transitions environnementales et faire en sorte à ce que notamment toute une partie de l'île, je pense à la Côte-sous-le-Vent, puisse être accompagnée au plus haut niveau pour participer au rééquilibrage du territoire. On se rend compte qu'il y a de grandes difficultés, il y a des situations de précarité. Quand on voit qu'en 2 ans, on a plus de 9000 personnes qui vont à la banque alimentaire, ça doit nous préoccuper. Donc moi, je suis là pour humaniser la politique. Je suis là pour faire de l'humain, agir sur l'humain, sur le bien-être des gens et créer les conditions pour le bonheur et pour l'apaisement. Moi, j'ai été sensible au travail qu'elle a particulièrement fait sur la famille, sur les jeunes, sur la parentalité, parce que nous savons que ces problématiques-là, elles sont importantes en termes de prise en compte au niveau de la Guadeloupe. Les violences intrafamiliales font partie des difficultés que rencontrent les familles. Elle a pu obtenir que pour les femmes victimes de violences, qu'elles puissent bénéficier d'une certaine somme d'argent au moment où elles veulent quitter leur domicile pour qu'elles ne puissent pas se retrouver totalement dépendantes financièrement et qu'elles puissent pouvoir commencer à envisager leur autonomie. C'est vous dire comment ce point est important pour elle, puisqu'elle a déjà commencé à œuvrer pour les femmes victimes de violences, puisque son amendement est passé. Il y a encore beaucoup de combats à mener, et les combats qui restent à mener portent sur les agriculteurs, bien entendu, mais des femmes agricultrices. Parce que les femmes agricultrices, par méconnaissance, elles sont restées à la maison et elles n'ont pas les droits auxquels elles pourraient prétendre. Donc là, il y a à faire et il faudra que Victoire Jasmin continue à apporter des amendements, à faire en sorte, je veux dire, que la voix des femmes agricultrices, surtout en Outre-mer, où l'agriculture, la protection sociale en termes agricoles a été un peu tardive, elle soit reconnue et elle soit portée. J'ai fait un rapport sur la santé mentale. Je veux que toutes les actions justement préconisées soient mises en œuvre. Sur les risques naturels majeurs, poursuivre également parce qu'il y a encore beaucoup à faire et ainsi adapter les politiques publiques aux besoins de notre territoire. C'est pour cela que j'ai fait le choix qui est le mien, mais avec l'adhésion de mes colistiers qui sont des experts dans leurs domaines respectifs pour prouver que nous avons déjà été engagés dans ces domaines-là, que nous avons déjà prouvé ce que nous savions faire et que nous sommes en capacité justement de poursuivre dans l'intérêt premier de la population.
Enchaînons sur la présentation de la liste de Faber. Charlie Dagonia s'est rendu à cette présentation. On voit le reportage ensemble. Notre feuille de route, c'est de pouvoir accompagner toutes les collectivités. Parce que nous sommes dans une période d'austérité, nous sommes dans une crise économique, dans une crise de guerre où les denrées sont très rares, notamment au niveau de l'État. Eh bien, notre rôle, c'est de servir de bouclier protecteur à toutes nos collectivités pour que l'économie ne puisse pas se faire au dos des collectivités locales. Et aussi de renforcer l'autorité des maires, donner les moyens aux maires et revoir le statut de l'élu local parce que nous sommes tous les jours au combat. Mais surtout aussi l'humanité. L'humanité et la venue de l'humanité est engagée. Nous devons venir à la rencontre des élus dans les communes, discuter parce que nous devons faire notre travail parce que le rôle du sénateur, c'est de contrôler le gouvernement, c'est d'évaluer la politique publique, c'est de faire des projets de loi et d'accompagner. Et donc nous serons là, la liste ensemble au service de l'archipel Guadeloupe sera là pour pouvoir travailler pour la Guadeloupe. C'est ce que nous voulons à travers ces élections sénatoriales. Beaucoup de choses ont fait que la Guadeloupe s'est retrouvée depuis un an et demi, on va dire entre guillemets en guerre avec elle-même puisque on n'est pas forcément entendu, écouté au niveau national. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on a la prétention de pouvoir être entendu aisément avec notre liste, mais on veut porter ce combat. Vous savez, quand vous êtes de l'autre côté, vous dites que voilà, les choses n'avancent pas, vous faites une critique sur ce qui se fait, sur la politique. Il y a un moment donné, il faut s'installer en tant qu'acteur. Et j'ai envie de pouvoir, aux côtés de Faber Micheli, mais d'autres élus en Guadeloupe, de pouvoir défendre cette Guadeloupe qui m'a tant aidé, qui m'a beaucoup animé et qui m'aide aujourd'hui à me réaliser. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir être aux côtés de Faber Micheli. Nous allons d'ailleurs travailler avec tous les sénateurs, tous les parlementaires de la Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui c'est crucial. Il y va de l'avenir de la Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous ayons ce projet de société, parce que nous sommes arrivés au bout du bout. On ne peut plus reporter à demain quoi que ce soit, après tout tant d'années d'états généraux, de siom en siom. Donc le moment est venu pour que nous puissions faire avancer ce pays-là. Voilà, il est à 13h01, l'heure de la première pause, mais juste avant la promo, c'est parti. Voilà, retour sur le plateau du ZZL News. Il est 13h07. Nous allons recevoir Gama Badig Dega. Bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, il est le producteur du dernier film de Christian Lara, donc on va en parler tout à l'heure. Et puis, c'est la rentrée. Philippe Jangré, président de la Faber, qu'on avait reçu un petit peu avant la sortie. Il va nous dire si les choses vont mieux. Pour l'instant, retour sur l'actu avec Iman News. Oui, retour sur l'actualité où on va parler maintenant de l'AG de rentrée de l'UNSA Éducation. D'horizon sur les différentes composantes de l'éducation et de ses acteurs, histoire de remettre les pendules à l'heure pour constater la réalité aussi socioculturelle qui existe en Guadeloupe. On voit un reportage de Max Morel. C'est une première pour moi, c'est la première assemblée générale de rentrée que je préside. Et c'est l'occasion pour moi non seulement de faire un petit peu le tour d'horizon de l'ensemble des syndicats qui forment la fédération. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de l'éducation, ce sont toutes les composantes de l'éducation. Ça commence par les enseignants, certes, mais aussi tous les CPE, les chefs d'établissement, les inspecteurs, tout le personnel de l'administration, les infirmières, assistants sociaux. Donc ça regroupe un petit peu tous les acteurs, je dirais, premiers de l'éducation. Le bilan, il est très mitigé. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre ou penser, il y a quand même pas mal de difficultés ponctuelles de ça et là, notamment des postes qui ne sont pas encore pourvus alors qu'il y a des contractuels qui n'ont pas été appelés. Nous avons aussi le gros problème des enseignants qui sont partis, qui ont fini leur stage ou qui sont des néos, ceux qui viennent de réussir leur concours et qui sont obligés de partir en métropole alors qu'il y a les postes sur place. Donc c'est aussi un gros problème sur lequel nous nous sommes penchés ce matin. À l'encontre de l'UTS, ce sera surtout, et d'abord et avant tout, de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne les élèves.
C'est-à-dire que tout ce qu'on doit mettre en place, ce n'est pas simplement une affaire de calcage de ce qui se passe ou de la politique générale, mais tenir compte de la réalité socio-culturelle des élèves que nous avons en Guadeloupe, qui ne sont pas spécialement les mêmes réalités culturelles d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse s'assurer que tout est mis en œuvre pour que l'élève guadeloupéen, dans son environnement socio-économique, soit pris en compte. Alors voilà, c'était le point de vue d'un syndicat de l'éducation. On en aura d'autres au cours de la semaine. Et on reçoit le président de la FAPEG, M. André. J'ai dit, juste avant les vacances, vous avez reçu, la situation était un petit peu particulière à Bimao. Est-ce que tout va mieux? Visiblement, les annonces qu'a fait la chef, Mme Polyfontre, rassurent parce que visiblement, elle a entendu ce qu'on a dit et qu'on a dit si effectivement elle n'avait pas ce qu'il fallait chez elle, des sous-traitants étaient prêts à venir au secours de la cantine. Visiblement, elle a entendu, ça fonctionne, je ne dis pas ça fonctionne jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, merci à Mme Polyfontre d'avoir entendu. Nous, en tout cas, pour les élèves, nous sommes assez contents que, effectivement, que tous les élèves de Bimao puissent être à la cantine et tout le reste doit suivre aussi. En tout cas, ça fonctionne. Ça, c'était pour Bimao, mais d'une manière générale, en Guadeloupe, puisque la FAPEG, ce n'est pas la FAPEG seulement de Bimao. Mais non, parce que c'est vrai qu'on parlait, l'UNISA parlait tout à l'heure de l'élève, je reviens dessus, et il y a les emplois du temps sont tombés en ce moment. On assiste dans les lycées, dans certains lycées, je ne dis pas tout, qu'ils ont des emplois du temps assez bizarres, où effectivement la pause méridienne est réduite à sa portion congrue 1 heure. Sachant la spécificité de tous les lycées, c'est que des enfants arrivent de tous bords, ils se réveillent très tôt, mais on leur a donné des emplois du temps par semaine et pour toute l'année avec 1 heure pour manger et souffler. Là, effectivement, à la FAPEG, moi je dis, et nous disons qu'il y a un problème de construction de ces emplois du temps. C'est pas normal qu'on puisse faire souffrir des enfants de cette façon, puisque il est clair qu'un enfant qui se réveille à 4h30 du matin, il arrive en situation scolaire, il n'a encore rien encore mangé, et son premier repas, il est à midi. En le faisant manger vite à cette vitesse et en ne prenant pas soin de nos enfants, là, on va avoir un problème. Et comme on dit, je pense que, comme on le voit régulièrement, en milieu d'année, beaucoup d'élèves vont décrocher et vont laisser glisser les choses. Ce n'est pas admissible. Il est temps qu'on fasse attention à nos enfants. Et je dis ça en direction des parents. Regardez les emplois du temps de vos enfants. Il n'est pas normal que vous acceptez qu'on leur fasse aller à l'école dans des conditions où, effectivement, ils sont en période de souffrance. Ce n'est pas normal pour moi. C'est dans tous les lycées, non, cette situation? Oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le sac. Il y a des lycées qui ont réussi très bien leur cours, où effectivement les emplois du temps sont bien réglés, où effectivement, exceptionnellement, on peut retrouver 1 heure comme ça, par-ci. Mais dans certains lycées que je ne nommerai pas parce que ce n'est pas bien, c'est monnaie courante. Toute l'année, vous allez avoir des enfants, des élèves qui vont avoir cours du lundi au vendredi de 7h à 17h avec une pause méridienne que d'1 heure, mais qu'il y a des trous dans l'emploi du temps. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne sait pas faire? Oui, on sait faire. Alors, s'il y a un problème avec des problèmes de salle ou autre, il est temps de mettre tout sous la table maintenant, parce qu'effectivement, cette problématique que des lycées, qui a commencé depuis il y a 2-3 années, mais effectivement, dont je vois que ça s'amplifie. Non, je dis, il est temps de poser le problème et d'arrêter la chose et de régler définitivement, sous prétexte que les spécialités remplissent les emplois du temps au niveau du lycée. Il est temps de mettre à plat ce qu'on a besoin, comment qu'il faut le faire. Et ce n'est pas normal que ce soit l'élève guadeloupéen qui paye le prix, comment dire, des non-questions de certaines personnes. Manager, c'est prévoir. Mais alors, le problème que vous soulevez va être peut-être réglé aussi avec les syndicats de l'éducation, parce que les parents d'élèves n'agissent pas sur les emplois du temps, mais les professeurs, ils agissent sur les emplois du temps, aussi les principaux proviseurs. Est-ce que vous comptez faire une rencontre au moins avec les syndicats enseignants sur cette question? Si besoin en est, on pourrait se voir, mais dans un premier temps, nous allons rencontrer la rectrice dès mercredi pour effectivement étaler un certain nombre de choses, un certain nombre de doléances, en l'occurrence cette problématique. Et je pense sûrement... comment dire, elle sera un petit peu surprise de savoir de ce qui se passe dans son académie, parce qu'apparemment certains le font et certains se débrouillent bien pour le cacher.
Il faut, comment dire, si effectivement des problèmes dans certains lycées se posent, des problèmes d'infrastructure, mettez-les sur la table. Arrêtez de compresser nos enfants, ils souffrent déjà assez. Puisque je reviens encore sur la réforme des lycées, le nombre de disciplines qui peut être dans un lycée est de 13. Il se trouve par exemple un lycée que je connais très bien en possède 11, n'a pas ce problème-là. Oui. Et il y a des lycées qui sont un peu moins, ils créent ce genre de problématiques. Changeons, prenons soin de nos enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les enfants de demain qui vont gérer l'économie de la Guadeloupe. Et j'adresse un petit mémo aussi aux acteurs économiques qui font semblant de ne pas comprendre que des parents ont besoin d'espace pour pouvoir fonctionner le matin et récupérer et gérer leurs enfants. Je dis que puisqu'ils aiment bien regarder ce qui se passe en Hexagone et dans l'Europe, il y a ce qu'on appelle la formule flex time qui permet à un parent entre 7h et 9h de pouvoir agir sans contrainte de son travail et permettre de gérer son enfant. Et entre 16h et 18h, de le faire sans problème. Il est temps que les acteurs économiques s'intéressent à l'école aussi et que ça ne se fera pas sans eux si on veut que notre économie et nos enfants soient performants en tout cas. Alors, une dernière chose rapidement. Souvent, l'année dernière et les années avant aussi, on a posé le problème de l'eau dans les établissements scolaires. Il y a des endroits où ça s'est réglé. Est-ce que, d'une manière générale, la FAPEG est au courant de ce qui se passe? Bien sûr qu'on est au courant. Mais seulement, c'est des problèmes qui sont tellement récurrents où on se dit... est-ce qu'un jour, quelqu'un aura le courage ou le système aura le courage de régler le problème? On sait comment il faut le régler. Hein? Et par contre, je m'adresse aussi à la population parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme si on subit rien, qu'on est résilient, qu'on est les plus forts, les plus résistants et qu'on ne dise jamais rien et que c'est nos enfants qui payent le prix à un prix élevé. Si vous regardez bien ce qui se passe tous les week-ends, on a 2-3 gamins qui est couché par terre avec 2-3 balles dans la tête. C'est la résistance de notre jeunesse. On ne peut pas aussi faire comme si on ne l'a pas vu. Ils ont été à l'école. Ils subissent des choses de la société. On ne peut pas toujours faire semblant de ne pas voir. Nous, à la FAPEG, on voit, on dit qu'il faut mettre des solutions. On ne dit pas que tout est facile, mais on dit qu'il est temps qu'on se mette autour du table et qu'on règle un certain nombre de problèmes qu'on peut régler immédiatement. Les autres peuvent être planifiés normalement. Le problème de l'eau, c'est pas normal qu'on puisse avoir dès la rentrée des lycées et des écoles qui sont sans eau. Les gens me donneraient les explications qu'ils veulent. On a encore des citernes qui ont du mal à fonctionner. Et ils trouvent ça normal. Non, c'est une anomalie. Ça a trop longtemps que ça dure, mais d'autres problèmes vont encore s'ajouter. C'est vrai qu'on n'aime pas trop, parler très fort, mais à un moment, nos enfants, il faut s'en occuper sérieusement. Et la Guadeloupe a besoin que ses enfants soient bien gérés et et qu'on fasse attention à eux. On ne peut pas toujours rester dans un mode, les adultes dans un côté, les jeunes dans un côté, et là on est en train de voir une grosse séparation en train de se faire, où effectivement les jeunes ils disent mais je ne comprends pas ce que vous faites les adultes, vous n'arrivez pas à régler les problèmes dont on a besoin. Alors on fait quoi là? Donc, soit on disparaît de ce territoire, ou soit on se révolte. Mais les deux solutions ne sont pas viables pour le territoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse les régler. Bien. De toute façon, merci, M. Gendré. On attendra votre rencontre avec la rectrice et vous nous donnerez le résultat de cette rencontre, on espère. Mais tout à fait. De toutes les manières, l'année sera certainement assez longue pour certains. En tout cas, moi, je suis très armé, la FAPEG est très armée pour pouvoir attaquer. Et puis, les élections arrivent. Les élections arrivent, on va dire aux parents, arrêtez d'être loin. Arrêtez d'être loin. Bien. On va changer de sujet. On parlera un peu de cinéma, mais particulièrement le pionnier du cinéma guadeloupéen qui a disparu très récemment pendant le week-end. Je vais parler de Christian Lara. Christian Lara qu'on connaissait bien, qu'on a eu l'occasion souvent de rencontrer ici, de venir ici avec son parler habituel, sa franchise, quelquefois même sa brutalité dans ses mots. Badi Daga, merci d'être avec nous. Vous l'avez bien connu aussi depuis quelque temps, puisque vous étiez en train de faire des choses, mis en place tout un programme, et vous avez réalisé son dernier film. Alors, première question, le dernier film, il est terminé, bouclé, monté, prêt à diffuser? Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Non, on est encore en train de travailler dessus. Christian avait terminé le montage du film. Oui. En ce moment, il est en post-production, plus dans la finition, on fait
le mixage, ensuite l'étalonnage, et puis une sortie prévue, on va dire, sans trop s'avancer, mais ce serait plus vers octobre. Voilà. Donc pour l'instant, le film est en finition. Christian avait déjà fait tout le gros du travail, donc toute la partie du montage. Et là maintenant, on finalise donc avec un studio en Guadeloupe, et puis on va passer sur l'étalonnage d'ici la fin du mois. Alors je pose quand même la question. On sait que Christian était malade. Bon, il a eu une crise cardiaque en hier. Il suivait quand même l'évolution du film là, tous les derniers temps. Tout à fait. On était tout le temps en train d'en parler. On a eu un visionnage en privé où on continuait à parler des petits ajustements à faire sur le film. On préparait aussi son circuit pour la sortie. C'est un film qui est prévu, qui devrait être diffusé sur le réseau de France Télévisions. Et en Afrique aussi, des sorties de prévues en salle. Parce qu'il y a des acteurs africains, il faut le dire, qui sont... Oui, bien sûr. Alors c'est ça justement la particularité de ce film, c'est que il s'inscrit dans un projet de pont, en fait, un pont qu'on avait mis en place avec Christian entre la Guadeloupe et l'Afrique, notamment le Burkina Faso. On avait des acteurs burkinabés qui sont venus jouer dans le film, un acteur malien également. Donc ça s'inscrivait vraiment dans un projet de passerelle culturelle. Donc c'est un peu le résultat des rencontres qu'on a pu faire au Sotigui. Je vois qu'il y a une image de Christian qui avait reçu un prix au Sotigui, voilà, pour le récompenser pour sa carrière. Donc voilà, c'était un film qui va venir concrétiser toutes ces rencontres qu'on a pu faire, et ça va être le film qui va c'est le film, je dirais, qui va le remercier en fait de tout ce qu'il a pu faire pour nous, quoi. Oui, voilà, 26 films quand même. Se mettre en l'honneur. Comment? Oui, ouais, c'est ça, c'est pas rien. C'est une très grosse carrière. C'est très difficile de faire des films. Christian, lui, lorsqu'il avait une idée, il allait jusqu'au bout, même si effectivement, il n'est pas toujours simple d'avoir les fonds pour pouvoir faire les films. On le faisait avec nos moyens, notre énergie, et on s'adaptait avec les moyens qu'on avait, et on faisait les films. Voilà, c'est ça qui faisait la force des films, surtout de Christian. C'est un metteur en scène, on en trouve très peu aujourd'hui. Donc il écrivait lui-même ses scénarios et il les mettait en scène. Il avait bien sûr ses acteurs fétiches qu'on connaît, Luc Saint-Éloi par exemple. Et là, sur le dernier, donc L'Homme au bâton, on peut trouver Gustave Sorgho et puis 2 actrices burkinabées, un acteur malien. Et la jeune Julienne aussi Julienne Travental, effectivement, qui a un rôle important, qui joue le rôle d'une inspectrice dans le film. Et voilà. Non, je vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, je pense que le public guadeloupéen, avant tout, je parle de guadeloupéen parce que Christian y tenait aussi, ils vont apprécier ce film parce que c'est un film qui s'inscrit dans les contes et légendes de Guadeloupe. C'est une histoire qui a marqué aussi la Guadeloupe, un fait divers qui s'est passé dans les années 56. Christian a donné, lui, sa version de l'histoire. Et avec un volet un peu mystico-religieux qu'on pourra découvrir lors de la sortie du film. Alors, sur le plan humain, puisque vous avez rencontré Christian Lara ces dernières années, comment c'était la relation de travail avec lui? Parce que tout le monde dit, mais c'était raide, il était compliqué quelquefois, il était très dur. Non, en fait, j'ai pas
eu bien sûr, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Voilà, il avait ses convictions, ses positions, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu énormément d'échanges. On a pu vraiment avoir de vraies discussions sur ce qu'on attendait de chacun. On s'est rencontrés, on a voulu faire des films ensemble parce que il y a ce côté Afrique qui intéressait Christian, et puis aussi les projets sur lesquels j'étais étaient aussi l'intéressaient. Donc, et pareil, moi, j'ai découvert Christian sur le film Héritage perdu. Oui. C'est après une projection de Héritage perdu que on a pu avoir nos premiers échanges. Ça, c'était déjà en 2009. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus lâché, en fait. On a réellement commencé à travailler sur un film qui s'appelle Un été en province, que le public guadeloupéen n'a pas encore pu voir, mais j'espère pouvoir le mettre en antenne, à l'écran, où on peut apercevoir Jean-Michel Martial. C'était c'est le dernier film qu'il a fait avec Christian, avant de partir, lui aussi. Paix à son âme. Et c'est à partir de ce moment que Christian et moi, on a vraiment commencé à travailler ensemble et à développer. Après, c'était une collaboration sur Esclaves et Courtisanes et bien d'autres. Ça veut dire, Badi, qu'au mois d'octobre, quand le Moubaton sortira, on aura plaisir à vous recevoir avec le teaser du film. Ah, je prends des rendez-vous, oui, bien sûr. Mais c'est avec plaisir, de toute manière, dès qu'il s'agit de parler cinéma. Moi, je suis toujours opérationnel, je suis toujours d'accord. Après, c'est juste, il faut juste se prendre le rendez-vous, quoi, c'est tout. Hein. Bien, écoutez, Badi, on vous remercie. On rappelle donc, alors, on n'a pas encore des dates sur les funérailles de Christian Lafan, non? Alors, je me rends en Martinique cet après-midi, demain après-midi, où je vais rejoindre Luc. Luc Saint-Hérond m'a dit qu'il rentre aussi mardi. Voilà, la collectivité de Martinique va nous aider aussi à organiser le rapatriement du corps de Christian une fois qu'on aura effectué toutes les démarches administratives. Donc, on espère que ça va aller assez vite, parce qu'on a tous les documents qu'il faut. Et pour l'instant, je ne peux pas vraiment donner de date, mais en tout cas, j'espère que d'ici la fin de la semaine, ce sera une histoire réglée, et puis qu'on pourra on pourra ramener Christian à la maison. Il était né à Bastia, probablement il sera intégré à Bastia. Voilà, il est 13h27 dans le ZCL News. On vous remercie, M. Gendré et Gabin Badi Dega. Et on continue dans un instant avec Emmanuel, mais pour l'instant, pour la première pause. La deuxième, pas la première, deuxième. Voilà, il est exactement 13h33. Bernard Leclerc d'Andeli est avec nous, mais il n'est pas seul, puisqu'il est avec Kimouya, voilà, qu'on connaît déjà, qui a l'habitude de venir ici. On vous salue tous les deux. Merci. Qui est quoi dit bien bonjour en congolais? Mbote. Ah oui, mais bien sûr, on connaît ça, Mbote, tout le temps, Dieu dit ça ici. Oui, on revient à l'actualité avec le retour sur l'actu avec Emmanuel. Rebonjour. Rebonjour. Qui dit rentrée dit organisation des activités aussi extrascolaires. Max Morel s'est rendu au village des associations à Bémao, où il y avait d'organiser une rencontre au niveau des activités culturelles, sportives et des loisirs, l'occasion de trouver ce qui pourrait vous convenir, pourquoi pas découvrir une vocation. On voit un reportage ensemble de Max Morel. Le but, c'est permettre à nos administrés de rencontrer l'ensemble des associations qui sont en activité en matière culturelle, sportive, loisirs. On arrive à une période un peu charnière, c'est-à-dire que là, les emplois du temps sont faits pour la plupart des enfants, des jeunes. Donc les familles arrivent plus aisément à planifier les activités de l'année. Donc en ce début d'année scolaire, quelque part, et ça tombe bien, parce que les parents peuvent eux-mêmes choisir une activité à faire avec leur enfant ou pour eux, pour le simple plaisir. Donc les choses s'organisent avec toutes les associations du territoire, qu'elles soient culturelles, artistiques et sportives aussi, quoi. Toutes elles ont des directions diverses. Alors, ce qui veut dire que
permettre celui qui aime le loisir fera du loisir, celui qui aime faire le sport fera du sport, et celui qui aime la culture fera de la culture. Et on peut partir des écoles de sport et arriver au haut niveau, tel le champion du monde que nous avons en ce moment avec nous, qui est Guillaume. Ça permet aux jeunes et aux plus âgés de découvrir les différentes associations culturelles et sportives qui sont présentes sur le territoire. Et ça permet aussi de découvrir et de trouver sa vocation. Il faut savoir que moi, la boxe, je l'ai découverte il y a 14 ans de cela sur ce même village des associations de la ville de Bemao. Et maintenant, 14 ans plus tard, je suis champion du monde. Les dernières années ont été très dures, c'est-à-dire qu'elles ont perdu beaucoup d'adhérents. Mais l'opportunité offerte aujourd'hui pour qu'elles puissent à nouveau recevoir de nouvelles souscriptions et qu'on fasse connaître leur activité. Et ça agrandit le panel d'activités disponibles sur le territoire. Alors ce sont des associations qui offrent au Bémaossien, mais aussi à toute la Guadeloupe. Donc tout le monde peut venir pour s'inscrire, aussi bien dans un club qu'une école d'art ou une pratique de yoga ou autre, quoi. Voilà, 13h36, tout à l'heure on reviendra avec Iman pour une mauvaise nouvelle, mais là on va accueillir Bernard Claire Dendélé, donc je l'ai dit, et aussi Kimouya Kwala, puisque vous êtes tous les deux membres d'une association. Alors, présentation de cette association. Honneur aux femmes, d'accord. C'est parti avec Kimouya. C'est la présidente. Oui, alors nous représentons Ajupa Congo, qui est pas seulement une association, mais qui est devenue ONG depuis quelque temps, puisque nous avons une structure en France, en Guadeloupe, et également au Congo d'Yamfoua, qu'on appelle Congo Brazzaville, mais le nom véritable, c'est Mfoua. Alors, Ajupa Congo est né en 2020, en janvier 2020, et le but, c'est de travailler à la promotion et à la transmission aussi de la culture congo-bantou. Et vous savez que nombre de Guadeloupéens, la grande majorité des Guadeloupéens, ce sont des Bantous, en particulier des Congos. Donc, nous sommes ici pour faire ce travail. Nous avons 3 pôles. Nous avons un pôle recherche. C'est la recherche sur l'histoire, sur la linguistique. Et nous avons donc des chercheurs dans ce pôle, dont je suis. Nous avons également Amédée Kéti, qui est Congo du Congo, le professeur Jean-Claude Blanche, qui est Congo de Guadeloupe. Nous avons ensuite un pôle édition. Donc, nos travaux sont donc publiés par Ajupa Congo et vous connaissez cet ouvrage. Voilà. On a publié un ouvrage il y a 2 ans maintenant. Voilà, c'est ça qui a été donc édité par Ajupa Congo. Apprendre le Kikongo, langue mère, à partir d'une autre langue Congo, le Kikami ou Chikam de Guadeloupe. Et nous avons également un pôle voyage. Alors, il s'agit du voyage de retour en terre ancestrale, donc le Congo, mais également nous proposons aux gens qui sont restés sur le continent, les Congos en particulier, de voyager dans la Caraïbe, parce que nous, à Ajupa Congo, on est missionniers pour travailler dans la Caraïbe. Donc de venir voir un petit peu, de rencontrer leurs parents, leurs familles de la Caraïbe, et de rencontrer voir nos lieux de mémoire, comme Petit Canal, les marches des esclaves, Matouba, voilà. Il y a des lieux de mémoire qui sont incontournables. Il est important, donc on fait ce double travail, il est important, pour les frères du continent, de connaître l'histoire, qui est la leur aussi, l'histoire des Guadeloupéens, donc des Africains de la Guadeloupe. Et dans le cadre de ce pôle voyage, nous avons fait venir en 2020 le Ntinu Congo Tuzolana, donc le roi du Congo, en février et mars 2020, qui a donc rendu visite à ses frères de Guadeloupe. Et nous avons tout dernièrement co-organisé avec France 3 le voyage de retour de Bernard Ndendélé Leclerc dans son village ancestral Kimbélé, au Congo d'Yamfoua. Alors justement, j'allais poser la question. Le nom Ndendélé, on le retrouve toujours encore au Congo? Ah oui, c'est du Kikongo. Ça vient du verbe lenda, qui veut dire pouvoir. Donc Ndendélé, je peux, j'ai pu, ou alors j'ai réussi. Lenda, c'est réussir aussi. Voilà. Alors Bernard Dendélé, on peut dire le clé aujourd'hui là, Dendélé seulement. Ben moi j'interviens donc à Ajupa Congo, je te dis donc en tant que trésorier, pour structurer. Rien ne se fait même pour la culture sans argent. Hein. Il faut comprendre aujourd'hui que tout ce que nous devons faire, tout ce qu'on met en place, a un coût. Et dans le domaine culturel, les gens ont l'impression que tout est toujours gratis, qu'on écrit un livre, on n'a pas besoin d'acheter, on fait une émission, on n'a pas besoin de payer, que c'est du domaine, je dirais, de la facilité et du vent. Alors, quand on décide de mettre en place une telle promotion entre le pays d'Afrique et le pays Guadeloupe, je dirais toute la diaspora avec
Évidemment, il faut structurer tout ça. Alors, première des choses, c'est qu'il faut demander aux gens d'adhérer à Ajupa Congo. Que ça soit 20 euros, 30 euros, 50 euros, ce que les gens peuvent mettre, de faire des dons, parce que cet argent-là est là pour, je dirais, faciliter la tâche que nous avons, la lourde tâche, d'établir donc un pôle sur le Congo-Brazzaville pour la réception des gens et le départ d'ici, et mettre en place des charters. Et le fait qu'il y ait davantage de personnes à partir, ça nous permet de baisser les coûts. Parce que le problème du voyage pour aller au Congo-Brazzaville, c'est qu'on est obligé de transiter par Paris. On a déjà 1 000 € aller-retour. Oui. Et pour partir, encore 8 heures de vol. Donc, sur... Alors, on a le Congo presque en face. À 5-6 heures de vol. Ouais. Mais ça revient déjà, il y a déjà 2 000 € pour essentiellement le voyage aérien. Ouais. Donc, plus il y aura de gens qui seront à Ajupa Congo, de gens qui voudront partir et rétablir avec nous 1 voire 2 charters par an, on va baisser les coûts et on pourra voir avec un avionneur quelconque comment donc sortir donc de, je dirais, des abîmes pour passer par Maya Maya. Donc c'est important, baisser les coûts et rester là-bas pour 5-6 nuitées, ayant suffisamment de temps pour faire ce circuit spirituel, parce que nous n'allons pas là pour faire du tourisme. Hein. Moi, je dis souvent que le Guadeloupéen marche sur une seule jambe, et que cette deuxième jambe, dans cette quête identitaire, c'est de savoir d'où on sort, qui on est et où on va. On a besoin donc de ce support africain aujourd'hui pour déterminer ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire. En plus, l'Afrique est un pays d'avenir, est un pays qui est en train d'exploser au sens positif du terme. Je dirais la nouvelle économie à venir, dans 15-20 ans, nos enfants seront peut-être obligés, au lieu d'aller au Canada, d'aller en France et d'aller n'importe où, de fonctionner avec, je dirais, l'Afrique en général, parce qu'il y a un réveil africain aujourd'hui. On sait que le sous-sol africain est l'avenir de l'humanité. Eh bien, inévitablement, il faut anticiper, il faut être aussi dans une géopolitique avancée des choses pour savoir que dans quelques années, nous serons obligés de travailler avec l'Afrique, tout comme la Chine, il y a 30 ans, était un pays encore moyenâgeux. Eh bien, aujourd'hui, la Chine, c'est pratiquement le premier pays du monde. Eh bien, nous avons cette perspective d'avenir avec l'Afrique. Donc, nous devons anticiper et comprendre que nous, Guadeloupéens, nous avons une part d'Afrique en nous. C'est quelque chose que nous devons inscrire dans notre ADN, parce qu'en fait, c'est là. Mais qui est déjà inscrit, mais on n'en est pas conscient. Oui. On peut avoir quelque chose d'inscrit, mais quand on n'en est pas conscient, c'est zéro. Donc, il faut réveiller en nous cette africanité, ce besoin de retour, tout comme je l'ai fait en immersion sur un voyage à Kimbélé, puisque c'est d'où sort donc la majorité des Margalantais, les Sombé, les Dongal, les Tagamento, les Dendélé, les Sumbo, tous ces gens-là, africains marqués en les Figamoun. Margalante, moun qui a fait 16 timouns sans jamais voir un gynécologue. Il y a quelque chose de terroir, il y a quelque chose de vortex, je dirais, à Margalante. Quand tu vas, il y a une immersion dans quelque chose d'une Afrique, je dirais, réinventée. Donc, dans cette magie, je dirais, de l'univers, eh bien, il y a une boucle qui est en train de se faire, et nous devons être vigilants quant à l'avenir de notre pays. Peut-être pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et pour ces Guadeloupéens de demain. Le retour et cette connexion avec l'Afrique dans un sens positif, spirituellement et économiquement, parce que nous devons aussi maîtriser l'économie. Il ne faut pas que nous soyons des individus passifs. Tout est à faire aussi au Congo-Brazzaville. Nous avons notre mot à dire, nous avons aussi quelque chose à porter, et nous devons instaurer, instituer cette volonté en nous dès maintenant. Je dis ça déjà que la semaine prochaine, nous aurons un débat sur ce que la nouvelle carte de l'Afrique. On est en train de mettre ça en place avec Jolo. Alors, je voulais revenir avec Kimouya pour une question un petit peu particulière, puisque quand elle est venue ici il y a 2 ans, avec l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure sur la langue congolaise et la langue guadeloupéenne, et j'ai été surpris de voir que cette dame qui est congolaise, un petit moment après, il a parlé créole. Et il n'a pas fait en Guadeloupe, il n'a pas fait pour l'école à créole. Alors, explique-nous ça un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, c'est pas un miracle, mais enfin, comment ça se fait? Si on bit un petit moins compliqué, hein, là, on dit ça, pour ne pas quoi moins. On pas jamais apprendre créole, là. Jamais. Donc, il tombait en l'air moins blocoto. Donc, c'est comme ça. En cas pensé, c'est volontaire dans cette là. Tignon bitin spirituel. Et tignon
connexion qu'il qu'il a pensée faut symbolique. même. Pensée symbolique, ça c'est vite, hein, Jolo. C'est ça qu'il a dit souvent. Oui. Mais tu nous bien qui est fort entre l'Afrique, c'est tout Congo là et Guadeloupe là. Alors, Bernard Tekadi, je continue en français ou en. Je ne sais plus quelle langue je dois parler. C'est en français ou en créole. Oui, donc Bernard Tekadi, effectivement, il faut nous ouvrir en Afrique. En fait, en Guadeloupe et en Madinina, c'est caribéen qui est là, mais c'est africain aussi qui est là. C'est-à-dire que les gens sont à la fois caribéens et africains. Et donc, c'est une force. Afro-caribéen. Afro-caribéen. Mais moi, je préfère dire vraiment africain et caribéen. Donc, c'est une force. En Guadeloupe, les gens sont chez eux. Mais en Afrique aussi, ils sont chez eux. Et l'Afrique ne peut pas se relever sans ses enfants. Il y a une dimension spirituelle qui est à saisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique se met debout. Mais elle sera complètement debout quand les enfants de l'Afrique qui ont été déportés vont rentrer. Et c'est en train de se faire. Il faut aujourd'hui que chacun prenne sa place en Afrique. Alors, les Chinois sont en train de courir en Afrique, les Américains, tout le monde, parce que l'Afrique est riche. Mais ce ne sont pas leurs biens. Les biens de l'Afrique appartiennent aux enfants de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique, ce n'est pas seulement ceux qui sont restés, mais c'est également vous. Les richesses de l'Afrique, ce sont vos richesses. Donc, venez prendre votre place. Et puis, c'est comme ça que ça va se faire. Il faut que les enfants de l'Afrique rentrent, prennent leur place et nous allons ensemble construire ce grand continent qui ne demande qu'une chose, accueillir ses enfants, construire et apporter à l'humanité la paix tant recherchée. Quand l'Afrique se remettra debout, le monde connaîtra la paix, j'en suis certaine. Alors, je pose quand même la question, c'est une question géopolitique. Ce qui se passe, que ce soit au Niger, au Burkina, au Guinée, etc., est-ce que c'est surprenant pour vous, Ismaël? Alors, ça peut paraître surprenant pour les personnes qui n'ont pas l'information. Moi, je vais donner une réponse d'abord spirituelle. Mvuluzi Kimbangu l'avait prophétisé le 10 septembre 1921 à Bandansanda. Il a parlé du relèvement de l'Afrique et du retour des enfants de l'Afrique. Donc, c'est en train de se faire. Quand le Ntinu Congo, le roi du Congo, est venu en Afrique, il a fait une cérémonie à Sainte-Marguerite, assez particulière. Et il nous a dit, après ça, on va voir. On va assister à des événements, et l'Afrique va se relever. Pas seulement l'Afrique, mais tous les Africains, où qu'ils soient dans le monde. Et la diaspora, et nous sommes en train d'assister à quelque chose d'inouï. Mais c'est l'histoire qui est en marche, et avec un nouvel ordre mondial totalement inattendu. Mais c'est cet ordre-là qui va apporter à toute l'humanité, quelle qu'elle soit noire ou blanche, la paix, et c'est ce que nous recherchons. Léonard, bien sûr, tu vas dans le même sens. Mais c'est-à-dire qu'on nous a tellement déconstruit nous-mêmes, on a tellement de problèmes avec nous-mêmes. Je n'ai jamais appris l'Afrique à l'école. Mais non. On nous a même fait détester qui était l'Africain, c'était des Gaulois, et habitaient dans des cases en U, qu'on a pris du Guesclin, on a pris Vercingétorix. Voilà ce qu'on a vu, ce qu'on a toujours fait. Donc, tout ce que nous avons été recherchés aujourd'hui, c'est pratiquement une obligation intérieure qui nous a poussé, qui nous a aimanté à comprendre, à déconstruire ce qu'on nous avait dit pour nous permettre d'être des individus schizophrènes, ambivalents, ne sachant plus qui ils sont, où ils vont. On nous a déboussolés. Oui, maintenant qu'on est conscient de ça, on fait l'effort pour retrouver une stature. Et on mettait nos femmes l'une contre l'autre. Pas une complémentarité. Nous entrons dans un pays occidentalisé où il y a un chirage familial, une sexualité antifantine, bâtiment, pornographie. Je veux dire, ce n'est pas nous. Ouais. Ce fonctionnement-là, cette vision du monde et ce respect vis-à-vis de l'entité supérieure, universelle, au-delà de tout le monde, parce qu'un être, c'est mon cacouet en un être supérieur qui régit tout. Nous sommes tous profondément croyants puisque c'est ça qui fonde en nous. Oui. Et on nous a fait de nous des individus justement spirituels, des individus basés sur le matériel qui ne pensent plus, qui ne réfléchissent plus. Donc moi, tout le travail que nous devons faire aujourd'hui, puisque je suis un peu sur la réalité de mon pays, que ça soit politique ou économique, il y a trop de problèmes sur nous-mêmes, en nous-mêmes et contre nous-mêmes. Nous n'allons pas arriver à mettre quoi que ce soit droit aujourd'hui. Nous sommes sur une seule jambe. Nous devons aujourd'hui faire ce travail mental, ce travail de reconstruction de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir aligner les choses. Mais pour l'instant, je mets entre parenthèses un combat qui serait pratiquement un suicide personnel à vouloir construire ou faire quoi que ce soit ici,
Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore suffisamment d'individus debout, en station debout, réellement, pour comprendre et pour être connectés sur quelque chose de positif. On est dans un chaos pour l'instant, où celui qui dit qu'il pourrait faire n'est même pas vu, n'est même pas entendu. On est dans une confusion mentale, dans une confusion sociologique, où finalement, chaque monde là qu'a coûté, mais qu'a coûté lui-même, et pas quand même garder l'autre. Tant que nous n'allons pas mettre de l'ordre sur ce consensus général entre nous, nous n'arrivons à rien. Alors, bien sûr, il y a le quotidien, il y a le jour, il faut manger, il faut vivre, il faut faire, c'est ça. Mais on regarde bien aujourd'hui, on ne va nulle part. À chaque fois qu'on veut avancer, on fait 2 pas en arrière. À chaque fois qu'on fait 2 pas en arrière, on essaie de faire un pas en avant. Donc voilà, moi j'ai beaucoup œuvré politiquement dans certains partis. Je me suis retiré parce que tout simplement, je trouve que les gens aujourd'hui sont trop je dirais, en contradiction avec eux-mêmes. Et cette droiture que nous devons avoir pour permettre à un peuple d'aller de l'avant, nous ne sommes pas représentatifs, nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de le dire, de le faire, sinon de mettre cette propreté, cette droiture entre nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes pour nous parfaire, pour polir notre pierre et pour qu'on soit capable demain d'être représentatif de quelque chose. Dernière question, si des gens qui écoutent veulent rejoindre Ajupa Congo, comment ils font? Quoi faire? Les gens vont tout simplement sur Congo. Alors, nous avons un email. On a un email tout simplement. C'est alors en minuscule ajupacongo@gmail.com. Et on prend un contact comme ça. Voilà. Alors, j'aurais une information à donner. Jeudi 14, nous donnons une conférence, Bernard et moi, à Sainte-Anne. Donc, c'est le restaurant J'ai une idée qui met à disposition sa salle. Et la conférence va porter sur la langue Kikongo, les liens entre la langue Kikongo et la langue dite créole. L'intitulé de la langue Kikongo à la langue dite créole. Et nous finirons par parler ensuite du voyage. Donc, ça sera au Congo, pardon. Ce sera la conclusion de la conférence. Merci en tout cas d'être venu. On prend note pour le 14. À partir de quelle heure? 19h. 19h. Une dernière info, Iman News. Alors, si on a le temps de faire le dernier sujet peut-être, oui, on va revenir sur la course de côte qui a eu lieu à Bouillante. On voit un reportage d'Olivier Félix et après on aura une petite brève. Premier, c'est juste qu'on a mieux travaillé. Notre auto est aussi bien mieux préparé que l'année dernière. Mais je pense aussi que les adversaires n'étaient pas encore au top. Deuxième édition de la course de côte de village, qui je rappelle compte dans le championnat national. Une édition effectivement où on voit encore plus de participants, on voit plus de public, il fait beau, c'est vrai que le temps était menaçant, mais en tout cas ça s'est bien passé, sans incident, sans accident. Je crois que c'est une manifestation qui s'inscrit en tout cas dans le calendrier des événements sportifs en tout cas de la Guadeloupe et singulièrement de Bouillante, donc j'en suis satisfait, mon équipe. Je voudrais remercier en tout cas l'ASA Caraïbes qui nous fait confiance, les participants parce qu'effectivement la première édition tout le monde était un petit peu réticent parce que c'est un tracé qui est assez particulier. Remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette belle manifestation. On profite pour remercier la mairie de Bouillante qui a tout mis en œuvre pour que ce soit une belle fête et je pense que là, il n'y a pas eu d'incident, ça a été une belle journée ensoleillée, les pilotes se sont bien bagarrés et dans toutes les catégories surtout et je crois que nous avons des pilotes heureux et surtout des administrés qui sont heureux qu'il y ait eu une manifestation dans leur village. Une manifestation qui doit s'inscrire dans le calendrier guadeloupéen des événements sportifs et singulièrement des événements de Bouillante. Donc oui, il y aura une troisième édition, il y aura des éditions tant qu'il y aura des pilotes et du public. Voilà, 13h54, une dernière info, Iman. Oui, une dernière info ou une petite brève où on a appris la mort de Clodomir Bajazé, l'ancien maire de Sainte-Rose qui s'en est allé à 82 ans. Ce professeur retraité était malade et il a été maire de Sainte-Rose de 95 à 2001, puis conseiller régional jusqu'à 2004. Cet homme politique majeur a subi ensuite quelques déboires, a pu revenir en 2014 en hissant sa femme à la municipalité
municipalité de Sainte-Rose. Cette alliance qui se déchire et finit par s'éloigner des affaires politiques. Il a eu un rôle prépondérant au sein de l'USR à Sainte-Rose. On présente nos condoléances à sa famille. Voilà, c'est fini. Une dernière image de Christian Lara, on va finir avec lui, puisqu'il y a un petit hommage que nous avions préparé aux ZCL aussi. C'est parti. On rappelle qu'il est né à Bastière en 1939. Il a été journaliste au Figaro et il a consacré une grande partie de sa vie au cinéma. Le premier film guadeloupéen qu'il a tourné, c'était Coucou la fleur en 1979. Et son prochain film, on en a parlé tout à l'heure avec Badi, c'est L'homme au bâton. Il s'est éteint au CHU de la Ménière. Il sera peut-être, son corps sera rapatrié. Voilà. Comment ? Prévu en décembre. Voilà. Prévu 9 septembre qu'il est décédé. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Il est pratiquement 13h56. On se retrouve demain, Inman. Oui, demain. Avec plaisir. À la même heure. Merci. C'est Yann qui était à la réalisation. Et puis on vous remercie. Mboté, ça c'est au revoir. On dit Mboté pour au revoir. Non. Salut Mboté. Salut Mboté. Voilà. C'est dit. À bientôt. Merci d'être venu. 13h56. Merci. C'est nous.